comment est-ce qu'une tragédie nationale peut déclencher une véritable crise de la raison. Aujourd'hui, on plonge dans l'analyse du sociologue Gérald de Bronner. Tout commence avec un événement qui a forcé une société entière à se demander ce qu'elle tenait pour vrai. Alors là, l'auteur nous tend un petit piège. On pense tout de suite à cet événement mondialement connu, mais non, il nous emmène ailleurs. L'histoire qui a vraiment fait vaciller notre rationalité, selon lui, c'est une autre histoire, plus proche et peut-être plus intime. Et la voilà, la date. Simple, directe, glaçante. 7 janvier 2015. Ce jour-là, à Paris, la France a basculé. Et avec elle, notre rapport à la réalité. Ce traumatisme national, ça a été un choc intellectuel immense. Pour l'auteur, ce n'est pas juste un objet d'étude, c'est un événement qui a profondément secoué ses propres certitudes de sociologue et qui l'a forcé à tout repenser sur le fonctionnement de notre esprit. Et tout commence de la façon la plus banale qui soit. Un plat de pâtes, une télévision allumée dans un restaurant. C'est justement ce contraste entre le quotidien tranquille et l'horreur qui s'annonce qui rend le choc encore plus violent. Au début, on apprend juste qu'il se passe quelque chose. Et voilà le moment où tout bascule. Ce n'est pas une image, c'est une phrase. Quelques mots qui ancrent l'heureuse dans le réel. Charb est mort. À cet instant précis, l'incompréhension, elle laisse place à l'effroi total. Mais l'attaque, en fait, ce n'est que le début. La véritable crise de la rationalité, elle va exploser, mais littéralement dans les heures et les jours qui suivent, nourrie par une vague de désinformation absolument sans précédent. L'auteur utilise une image très parlante, il compare la réponse officielle à une scène des Monty Python. Un géant à 3 têtes, où chaque tête donne des ordres contradictoires. Plusieurs ministères qui agissent sans se parler. Le résultat, une cacophonie totale. Et ce vide, cet espace de confusion, il est parfait pour que d'autres récits, bien plus sombres, s'y engouffrent. Ce graphique, il est sans appel. Il montre vraiment l'ampleur du désastre. La ligne sombre, c'est l'avalanche d'arguments complotistes. La petite ligne claire en bas, ce sont les tentatives pour les réfuter. Le rapport de force est écrasant. En quelques jours à peine, la bataille de l'information était déjà perdue. Alors, comment ça se fait qu'une telle vague soit si efficace ? Eh bien, il y a un concept clé derrière ça, le millefeuille argumentatif. L'idée, ce n'est pas d'avoir un gros argument solide, non, c'est d'empiler des dizaines, des centaines de petits arguments, même s'ils sont faibles ou contradictoires. Et ça, sur les réseaux sociaux, c'est redoutable. Cette masse d'infos, ça crée une sorte de sidération mentale, et on finit par se dire, bon, avec tout ça, il doit bien y avoir quelque chose de vrai là-dedans. D'accord, mais une fois que ces idées ont pris racine, pourquoi est-ce si difficile de s'en défaire ? Là, on plonge directement dans la psychologie de nos propres certitudes. Cette phrase, elle illustre cette forteresse à la perfection. Lors d'un débat, un ancien terroriste d'Action Directe lance ce défi à Gérald de Bronner. Ce n'est pas une question, c'est un mur. Une déclaration qui dit « Ma vision du monde est imprenable ». Et pourquoi ce mur est-il si solide ? Un concept en psychologie l'explique très bien, le sophisme des coûts irrécupérables. Quand on a tellement investi dans une croyance, du temps, de l'énergie, des sacrifices, y renoncer, ce serait admettre que tout ça n'a servi à rien. Et ça, c'est une perte presque insupportable pour notre cerveau. Pour bien comprendre le truc, voici une petite expérience géniale. On ferait quoi dans cette situation ? La logique voudrait qu'on choisisse le séjour le plus sympa. Mais non, la plupart des gens choisissent le plus cher, juste pour ne pas avoir l'impression de perdre 100 €. C'est fou, non ? On préfère être moins heureux plutôt que d'admettre une perte. C'est exactement ce mécanisme qui est à l'œuvre dans la forteresse de la croyance. Un autre piège mental hyper courant, c'est la confusion entre corrélation et causalité. L'exemple des cigognes est parfait pour ça. Oui, les deux phénomènes augmentent en même temps, mais ça ne veut absolument pas dire que l'un est la cause de l'autre. C'est une erreur de raisonnement fondamentale qui nourrit énormément de théories du complot. Bon, face à ce constat un peu déprimant, qu'est-ce qu'on fait ? L'auteur propose de changer complètement de stratégie. Au lieu d'attaquer les forteresses de front, il suggère de nous aider à construire nos propres défenses. Ici, on met les deux stratégies face à face. D'un côté, l'ancienne méthode, la déprogrammation, une approche agressive qui souvent échoue et ne fait que renforcer les défenses de la personne. De l'autre, ce qu'il appelle le bouclier cognitif. L'idée n'est plus d'attaquer, mais de donner des outils, de renforcer notre système immunitaire intellectuel. Et le point crucial, il est là. L'objectif, ce n'est pas d'imposer une nouvelle vérité, de remplacer une pensée par une autre. Il s'agit de restaurer la capacité de chacun à évaluer l'information par lui-même. C'est une démarche d'émancipation, pas de formatage. Cette belle théorie, elle a été mise à l'épreuve dans un contexte bien réel et extrêmement sensible. Le premier centre de déradicalisation en France, à Pontourny. Une expérience pour le moins à haut risque.
Ces quelques mots du préfet qui dirigeait le projet, Pierre Negahané, résument tout. Face à un problème inédit, dans un climat de tension extrême, il fallait oser, avancer dans l'inconnu et assumer le risque de l'échec. La particularité de ce centre, c'est qu'il reposait sur le volontariat, une décision compréhensible politiquement, mais qui a immédiatement posé un problème logique, un véritable casse-tête. La voilà, cette question fondamentale, posée par un journaliste à l'auteur. C'est le paradoxe central de Pontourny. Franchement, qui est volontaire pour remettre en question ses croyances radicales s'il n'a pas déjà, au fond de lui, fait une bonne partie du chemin? Finalement, il faut comprendre que malgré son nom un peu direct, l'objectif de ce centre n'a jamais été de remplacer une idéologie par une autre. Ce n'était pas une entreprise de contre-propagande. Le véritable but, le cœur du projet, le voici. Restaurer les outils, donner à des jeunes les moyens de détecter les pièges de raisonnement, de comprendre les biais cognitifs pour qu'ils puissent par eux-mêmes retrouver une autonomie de pensée. Et on termine sur cette question qui nous concerne tous. Dans un monde saturé d'informations, de récits contradictoires, est-ce que la seule défense vraiment efficace n'est pas celle qu'on construit à l'intérieur de notre propre esprit? Merci de nous avoir suivis.